il y a quelque chose que l'on a beaucoup de mal à penser dans notre monde, c'est la relativité, qui donne le relativisme. Nous avons tous entendu cette phrase « relativise », qui veut dire « dédramatise », et qui est bien évidemment extrêmement salutaire quand elle nous est rappelée. Mais peut-on tout dédramatiser? Peut-on tout relativiser? C'est la question qui se pose dans un monde où, il faut bien se souvenir, on a fait rentrer la relativité parce qu'on voulait se dégager de l'absolu, synonyme de fanatisme. Et donc on s'est dit, dédramatisons, relativisons, nous éviterons le fanatisme et la violence, et ainsi nous pourrons construire une société démocratique, respectueuse et socialement vivable. C'est pas si simple, parce que pour penser la relativité, il faut à la fois apercevoir les éléments essentiels qu'il y a à l'intérieur de celle-ci, en les distinguant des obstacles qu'elle provoque. Quand je pense à la relativité, je pense à Einstein, qui est souvent très mal compris. On pense que Einstein relativisait tout. La relativité chez Einstein ne signifie absolument pas que tout est relatif, elle signifie que tout est déterminé, et tout est déterminé d'une manière spécifique. Einstein était le partisan du déterminisme généralisé, parce qu'il pensait qu'il y avait une intelligence divine qui gouvernait tout, et qui gouvernait tout à travers la relativité, le déterminisme universel. Et ce déterminisme faisait que, étant un déterminisme spécifique, il était relatif à chaque partie de l'univers. Mais dans chaque partie de l'univers, il y avait de la relativité parce qu'il y avait de l'absolu au départ, l'absolu de l'intelligence première. Je crois que Einstein nous donne ici une belle relation entre le relatif et l'absolu. Nous apercevons que quand on fait un bon usage de l'absolu, il relativise, et quand on fait un bon usage du relativisme, il mène à l'absolu. Parce que l'on pense le déterminisme universel, on peut penser le déterminisme particulier, et parce qu'on pense le déterminisme particulier, on peut penser le déterminisme universel. Il faut relativiser. Qu'est-ce que veut dire relativiser? Je ne vois pas meilleure image pour parler de la relativisation que celle de l'interprétation dans la tradition hébraïque qui rappelle qu'il existe 4 niveaux d'interprétation renvoyant aux 4 lettres qui composent le nom paradis, pardes, PRDS. Le paradis, pour la tradition hébraïque, c'est le paradis du sens. Et le paradis du sens, c'est ce qui se passe quand on respecte le sens des choses. Respecter le sens des choses, c'est respecter les 4 niveaux d'interprétation possible de la réalité. Le premier est littéral, le deuxième est historique, le troisième est moral et le quatrième est symbolique. Que veut dire relativiser? Relativiser, c'est d'abord revenir dans la réalité concrète qui est la nôtre et apercevoir que tout ce que nous vivons part toujours d'une réalité concrète. Et donc, c'est relatif à la réalité concrète. Deuxièmement, relativiser veut dire ramener les choses dans leur contexte historique et donc contextualiser. Contextualiser, cela veut dire que quand quelqu'un parle, il parle toujours à quelqu'un dans un lieu précis, à un temps précis, de choses précises. Et donc contextualiser,
veut dire revenir à la réalité concrète historique, cette fois-ci, non pas pour parler, relativiser au sens de dédramatiser, mais pour préciser les choses. Donc on est toujours dans le concret. On est parti du concret pour la chose littérale, on parle ensuite du concret pour la chose historique, précise, et on va aller dans le concret au niveau moral, à savoir que quand un discours se tient, ben un discours, c'est toujours quelque chose qui me parle à moi, à propos de ma vie et à propos de la vie. Qu'est-ce que me dit telle parole à propos de la vie et de ma vie? Et c'est important d'apercevoir que je fais partie de la réalité. Qu'est-ce que ça me dit à moi? Donc, relativiser, ça veut dire tu fais attention au concret, tu fais attention au contexte précis dans lequel ça s'exprime, mais tu fais également référence à toi, aux êtres humains, à ce que ça dit pour eux. Et puis ensuite, vous avez à un moment ce qu'on peut appeler la parole de la vie, avec un V majuscule, à savoir qu'à un moment, quelque chose d'essentiel est dit, et par là même, c'est concret. Nous apercevons que parler, c'est parler de choses concrètes dans un contexte précis, c'est parler de choses qui nous parlent, mais de parler des choses qui disent quelque chose et qui disent quelque chose d'essentiel par rapport à la vie. Et là, nous avons affaire à une belle expression de la relativité. Donc, qu'est-ce qu'on peut appeler la relativité? On s'aperçoit que la relativité et l'absolu, c'est la même chose. C'est-à-dire, le réel est réellement réel, et il est réel d'une manière précise, et parce qu'il est réel, il est précis, et parce qu'il est précis, il est réel. Et là, nous relativisons, et nous sommes au paradis. Nous sommes au paradis parce que lorsque nous allons rentrer dans le relatif, eh bien, on va véritablement, quand on le vit bien, être dans le concret, être dans la relation historique, personnelle, essentielle. Il y a des obstacles à propos de la relativisation, c'est ce que je vais appeler le mauvais relativisme. Le mauvais relativisme, c'est le relativisme qui est lié à la société, le relativisme qui est lié à la subjectivité, et puis d'autre part, le relativisme qui est lié à un mauvais usage du contexte. Nous avons tous entendu parler de dire, voilà, la chose suivante, nous avons tous entendu dire que ce que nous entendons ou nous lisons est relatif, c'est relatif à notre culture, et ce qui est valable pour notre culture n'est pas valable pour une autre culture, et donc nous tombons ici dans un relativisme négatif, c'est-à-dire que nous allons parler, mais ne pensons pas que ce que nous disons est valable partout. Cet exemple de relativisme, c'est celui que l'on trouve chez Montaigne dans les Essais, lorsqu'il dit « En Occident, vous ne pratiquez pas l'anthropophagie, ça n'est pas une coutume pour vous, mais acceptez que cela soit une coutume pour d'autres populations. » Alors il faut faire attention quand même, parce que on peut à un moment directement déboucher ici sur la violence et la légitimation de la violence. Et nous apercevons que, par exemple, on peut se servir de l'argument culturel pour dire, voilà, votre culture, c'est la non-violence, nous, notre culture, c'est la violence, et au nom du particularisme culturel et du droit à ce particularisme de s'exprimer, eh bien, nous réclamons un droit à la violence. Non. Nous apercevons que s'il y a bien quelque chose d'universel, c'est le désir qu'ont les êtres humains d'être bien traités, d'être respectés, et ceci se comprend partout. Et il n'y a pas de particularisme culturel qui permettrait de justifier la violence. Même chose au niveau de la subjectivité. Ce qui est vrai pour moi n'est pas vrai pour toi, et ce qui est vrai pour toi n'est pas vrai pour moi. C'est vrai et c'est faux. Ce qui est vrai pour moi, parfois, n'est pas vrai pour toi, mais parfois, ce qui est vrai pour moi est vrai pour toi. Ce qui est beau pour moi est beau pour toi. Et ça fait partie ici de la richesse de la vie humaine. La richesse de la vie humaine, c'est que chacun
a une manière de découvrir la vérité et une manière de découvrir la beauté qui lui est spécifique, mais en même temps, ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est qu'à un moment, nous sommes d'accord. Nous sommes collectivement d'accord sur la vérité et sur la beauté. Et nous pouvons à un moment nous enthousiasmer ensemble pour un certain nombre de contenus culturels. Je trouve qu'il y a une fois dans ma vie, j'ai vu une salle entière de cinéma, c'était, je crois, après avoir vu les Aventuriers de l'Arche perdue de Spielberg, mais la salle entière s'est levée pour applaudir. Et je trouvais ça merveilleux. Quand nous allons à l'opéra, quand nous allons au concert, nous voyons à un moment que le sentiment de plaisir que nous avons ressenti à propos de tel ou tel concert ou de tel ou tel opéra, ben, je ne suis pas le seul à le ressentir. Et c'est ce qui permet de comprendre à un moment l'art comme un phénomène. C'est-à-dire un phénomène, tout d'un coup, ça dépasse un individu, et là, nous rentrons dans ce qu'on peut appeler l'universel, c'est-à-dire, et c'est une des merveilles de l'existence, c'est le fait qu'à un moment, la culture, le génie, la beauté, la vérité, ben, ça parle à tous. Enfin, le dernier point, on ne peut pas tout contextualiser. On s'aperçoit qu'à un moment, c'est vrai que les choses se disent dans un certain contexte, mais simplement, il faut apercevoir, et je crois que la lecture du Paradis nous l'a montré, que le contexte n'est pas le seul contenu qui s'exprime quand quelqu'un dit quelque chose. Quand quelqu'un dit quelque chose, il le dit toujours dans un certain contexte, mais il dit toujours des choses qui sont morales et des choses qui sont essentielles et pas simplement des choses qui sont contextuelles. Donc, il nous faut ici rétablir l'équilibre. Nous avons un mauvais usage du relativisme. Pourquoi? Ben parce que ça provient de ce que j'appellerais la mauvaise foi dans les discours. Quand quelque chose, quand quelqu'un nous gêne, qu'est-ce que nous disons pour le faire taire? Ou quand nous manquons d'arguments, qu'est-ce que nous disons pour nous opposer à quelqu'un? Bien, ce que tu dis, c'est toi qui le dis, c'est ta culture, et puis tu oublies le contexte. Nous apercevons quoi? Je suis en train de me défendre et j'essaye comme je peux de pouvoir trouver un argument alors que je n'en ai pas. Qu'est-ce qui nous permet de bien relativiser? C'est de comprendre qu'on ne peut jamais séparer le relatif de l'absolu. Et de s'apercevoir, qu'est-ce que j'appelle l'absolu? L'absolu, c'est le réellement réel, et le relatif, c'est la manière dont le réellement réel se dit d'une manière spécifique, particulière, et c'est ce qui fait toute la richesse de l'absolu. Toute la richesse de l'absolu, c'est qu'il est toujours spécifique en étant absolu et toujours absolu en étant spécifique.